recevoir Monsieur Boris Chollet. Vous allez voir, quelqu'un qui a autant de panache que de matière grise, ou autant de matière grise que de panache. Je ne sais pas, vous en déciderez. Voilà. C'est un ancien officier instructeur de l'armée suisse et qui a eu des fonctions aussi dans le renseignement. Il est diplômé en droit de l'Université de Genève. Moi aussi, Boris, de l'Université de Genève. Et voilà. C'est comme ça. Il est passionné d'histoire et de géopolitique. Vous allez vite voir qu'il a une énergie extrêmement communicative. Il explique des concepts complexes avec un beau grand sourire. Et il a bien sûr quelques anecdotes bien senties sous le coude. Alors, j'ai eu le grand plaisir de l'entendre lors d'un colloque à Genève au mois de février, colloque sur la neutralité et ses dérives, où il était accompagné du professeur de Tézac, pour ceux qui le connaissent, de deux anciens ambassadeurs, Georges Martin et Jean-Daniel Roux. Donc c'était fort intéressant et il a fait une modération magnifique. Il nous a apporté beaucoup d'éléments supplémentaires à ces messieurs. Voilà, ce soir, Boris est là pour nous entretenir de l'armée suisse qu'il connaît fort bien et de ses relations avec l'OTAN et quelles sont les conséquences pour notre neutralité suisse. Voilà, eh bien, je me laisse vous faire part de ces réflexions. Voilà, je te laisse le champ de bataille libre. Merci beaucoup. Avant de commencer, si vous le permettez, je vous souhaite tout le monde un bonsoir. Je remercie les dames, parce que ce n'est pas un sujet qui est très passionnant pour les dames, même s'il y a de plus en plus de femmes, et heureusement au sein de notre armée, qu'elle manquerait encore plus de personnel. Claude Janvier, j'ai acheté ces deux derniers livres récemment, vendredi passé, je ne les ai pas encore lus. C'est L'abandon français, et si un mémoire est bonne, c'est l'état profond français, l'état profond, quelque chose. Mais ça augure d'une très bonne lecture. Il vous faut savoir, puis peut-être revenir sur l'identité numérique, parce que je viendrai sur les stratégies de manipulation de masse de Noam Chomsky. Il y a 10 stratégies de manipulation de masse, et celle de l'identité numérique, c'est la 10e. C'est celle où l'État vous connaît mieux que vous-même. Voilà. Alors on dit toujours beaucoup de choses sur les Chinois, mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas des enfants de cœur dans ce domaine. Il y a actuellement notre pays qui est attaqué, qui doit se défendre sur 3 fronts. Le premier front, la Suisse doit se défendre sur celui de la souveraineté contre l'Union européenne. Le combat est mal parti, je vous l'assure. Il suffit de voir que la Suisse a déjà signé quelques accords pour que nous puissions participer à des projets comme Horizon. Le deuxième front sur lequel la Suisse doit lutter, c'est celui de l'indépendance économique. Contre ce que justement Claude Janvier appelle l'oligarchie financière internationale apatride. Vous pensez la lecture des Démasqués de Claude Janvier. Il n'y a pas que lui qui tient cette théorie. Le combat est aussi mal parti quand vous voyez l'abandon du secret bancaire en 2009, lorsque vous voyez que le fonds de compensation de la BSAI-APG est géré par une filiale allemande dans les plus grands gestionnaires de fortune, à savoir State Street. Le combat est mal emmanché. Et le troisième, c'est celui de la neutralité par l'OTAN. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. 3 combats qui sont difficiles, et je vous rappelle juste pour la petite anecdote, qu'à partir de 1941, lorsqu'il y a eu la catastrophe de Pearl Harbor, les Américains sont venus à notre secours. Ils ont compris que quand on est attaqué, il faut essayer de se défendre. Et depuis qu'ils sont intervenus en Europe, ils ne sont pas intervenus simplement en Europe pour nous libérer, parce qu'ils ont essayé d'infiltrer ce qu'on appelle l'AMGOT, c'est-à-dire la monnaie américaine. Heureusement que Charles de Gaulle est intervenu, a fait retirer cette monnaie. Enfin, ils sont intervenus et l'armée hitlérienne a dû se défendre sur 2 fronts seulement. Le front américain ou le front
occidental et le front soviétique ou le front oriental. Et l'Allemagne hitlérienne a perdu la guerre. Personnellement, je dis heureusement. Au cours de mon exposé, je vais tenir certains propos. Je ne vous demande pas je n'impose nullement mes idées, que vous le sachiez. Nullement. Vous n'avez pas besoin d'adopter mes thèses. Je vous demande simplement de développer votre esprit critique face à tout ce que vous pouvez voir à la télévision, entendre à la radio, lire dans les journaux. Développez votre esprit critique. C'est ce qui manque à notre peuple. C'est ce qui manque surtout au peuple français. Et je demande pardon à ma famille qui habite la France. Voilà. Il y a, hormis les professeurs de droit constitutionnel en Suisse, il y a 5 grands spécialistes ou 5 grandes personnes qui s'intéressent au domaine de la neutralité. Et Paul Widmer a fait traduire son livre et il dit justement que c'est ce rapprochement qui fait croire que la Suisse a honte de sa neutralité. Et j'ai retenu une autre phrase qui est peut-être la plus importante, c'est, excusez l'argot que j'ai employé, mais quelque chose dans ce pays a foiré. Quelque chose a foiré. Alors je vais vous parler de l'armée suisse telle que je l'ai connue, parce que je ne m'intéressais pas avant mon école de recrue, et puis je me suis intéressé à partir de là. Je ne vous parlerai pas de la période 1, c'est-à-dire celle qui va grosso modo de Rudolf Gnegi à Jean-Pascal de la Murat. C'est des vrais chefs de département, du département militaire fédéral, qui avaient avec eux, qui formaient une véritable équipe avec les commandants de corps, lesquels commandants de corps avaient été pour la plupart formés dans des vraies universités civiles, et non pas dans des universités militaires qu'on obtient automatiquement sur papier, ou une université en France, l'université Bachy. Ça, c'est un petit peu de cynisme de ma part. Je ne vous parlerai pas non plus de ce conseiller fédéral évanescent que fut Arnold Kohler. Il est entré au DMF et en est sorti, comme il est entré dans mon académie militaire à Zurich et est sorti, c'est-à-dire par la même porte, sans rien dire. Si quelqu'un peut me rappeler ce qu'a fait Arnold Kohler à l'époque au sein du DMF, je serais ravi de l'entendre. Vous parlerez des périodes 2 et 3. La période 2, c'est celle qui va de Caspar Filiger jusqu'à Madame Amère, c'est-à-dire jusqu'à, et y compris, Willy Moore. Et puis je vous parlerai de cette période 3, c'est-à-dire celle de Madame Amère, et y compris Martin Pfister, qui est le nouveau, chef du département de la défense, de la protection de la population et des sports. Alors, Georges Clemenceau, un grand monsieur qui a sorti une phrase qui me semble très adéquate pour expliquer un petit peu l'évolution, soit en France ou en Suisse. Mais Georges Clemenceau, bien entendu, à cette époque, n'était pas élu par le peuple, mais par le Parlement. Vous comprendrez pourquoi il n'est jamais devenu président de la République française. Je vais essayer de vous expliquer tout ceci. Fabio Regazzi, qui est un conseiller national du centre, a essayé, bien sûr, c'est vrai, de défendre sa collègue de parti, ou sa conseillère fédérale. Mais il dit, à mon avis, ce qui me semble être de la palissade, c'est que ce département a trop longtemps été négligé par ses prédécesseurs. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer ou de vous démontrer. Thomas Huxley. Tous ses subordonnés, enfin pas tous, c'est pas vrai, mais une grande partie de ses subordonnés continuent à me dire qu'il ne fut ni à la hauteur de sa fonction, ni à la hauteur de sa charge. N'étant que colonel, je ne me permettrai pas de dire si ceci est vrai ou faux. On lui doit, en tous les cas, justice. Justice, parce que c'est le premier, le seul, jusqu'à présent, qui a osé dire où en était l'état de notre armée. Que l'on prenne de Kekais à
à Philippe Rebord, Christophe Kekais à Philippe Rebord, en passant par André Blattmann, aucun n'a eu ce courage. Aucun. Ils étaient tous contents avec l'armée que nous avions. Lui a osé le faire. Et puis ne me faites pas croire qu'un homme, autant critiqué qu'il soit, qu'un homme, et qui plus est, en 4 ans, a réussi à détruire notre armée. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais ne me faites pas croire qu'il est seul à l'avoir fait. Henri Bantéjard, qui a écrit de multiples livres, c'est un ancien chef d'état-major des armées en France, l'équivalent de notre chef d'armée, et qui a été un chef d'état-major particulier de Jacques Chirac. N'en déduisez pas que je suis pour Chirac, je tiens à vous le dire tout de suite, je ne suis membre et proche d'aucun parti politique, qu'il soit suisse ou étranger, même si j'ai le passeport italien. Lui, il dit que les 2 mots de notre époque, c'est l'impatience et l'émotion. Alors maintenant, Donald Trump nous met 31% de taxes douanières. Oh mon Dieu! L'émotion est là, impatience. Jetons-nous dans les bras de Ursula von der Leyen, tant qu'elle nous tend les bras. Après, il sera trop tard. Je vais vous expliquer que déjà à l'époque, Caspar Filiger a succombé à ces 2 mots. Lui, il est à peine arrivé, il a dit il me faut une réforme. Et puis les généraux qui ne sont pas d'accord avec ma réforme, ils n'ont qu'à démissionner. Nous avions regardé bien le budget de la défense à l'époque, c'était pas glorieux, mais c'était quand même bien. Alors, il a voulu réformer cette armée. Émotion, c'est chute du mur. Ah, alors, c'est d'autant mieux, il faut qu'on fasse cette réforme. Il faut que l'on réforme puisqu'il y a la chute du mur tombée, et puis que Laurent Fabius nous parle d'engranger les dividendes de la paix. Profitons de ceci. Et puis, bien entendu, il y a le groupe pour une Suisse sans armée qui surfe sur la vague, qui lance son initiative pour l'abolition de l'armée. Caspar Filiger nous annonce s'il y a 20% de gens de Suisse qui acceptent cette initiative, c'est une catastrophe. Résultat, 35,6% acceptent cette initiative. Émotion, il faut absolument que l'on se dépêche avec cette réforme pour essayer de plaire à la population. Alors, Caspar Filiger, il a parlé de neutralité différenciée. Bon, et puis, il participait à l'époque, je ne sais pas si ça continue, mais ça m'étonnerait, il y avait chaque année une réunion des différents chefs de la défense, enfin, des ministres de la défense des pays neutres, et puis il disait la neutralité ne constitue plus du tout une base commune en matière d'action politique. Et puis, ça ne m'étonne pas, il a signé le manifeste Neutralité 21, je reviendrai sur le sujet. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. En 1994, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai eu ma fille cadette qui est née en 1994, c'est pour ça que je m'en souviens comme c'était hier. En 1994, on a un Américain qui sort un livre, La place de la Concorde suisse, une véritable apologie de la défense militaire helvétique. C'est John McPhee, un Américain. Il parle des ponts stratégiques, il parle des passages obligés sur lesquels se concentrent les feux de l'artillerie, j'en passe et des meilleurs. Une véritable apologie. Si vous avez l'occasion de retrouver ce livre, John McPhee, La place de la Concorde suisse, achetez-le ou gardez-le, il est collector. Noam Chomsky, je vous l'ai dit, il a développé 10 stratégies de manipulation de masse. Eh bien, Caspar Filiger, c'était la 3e, c'est la stratégie de la dégradation, au plus grand profit de l'économie. Alors, la réforme de Caspar Filiger, si vous regardez ça avec des yeux de financier ou d'économiste, ce que je ne suis pas, grand succès. Sincèrement, grand succès, parce qu'on a balayé le tiers de notre armée. Le tiers de notre armée qui peut enfin retourner dans l'économie. Mais si vous regardez en termes militaires, c'est un échec.
les dividendes de la paix, je vous l'ai dit, Laurent Fabius qui parlait d'engranger les dividendes de la paix, les Américains n'y ont jamais cru. Jamais. Jamais vous pouvez lire les documents de la CIA, vous pouvez lire les documents de l'armée. Les Américains ont continué à développer le combat de haute intensité. Voilà. Alors vous avez un divisionnaire, Hans Barofner, qui, à l'époque, quand j'ai fait mes cours d'état-major général, il régnait par la terreur, ce divisionnaire. Au cours d'état-major général, il avait l'habitude à la fin du premier cours de nous dire « Regardez vos voisins à gauche, à droite, devant, derrière, parce que un de ceux-là, un de vos voisins, ne sera pas au cours d'eux. » On avait tout de suite compris qu'il y en a qui disparaîtraient. Mais Hans Barofner, qu'est-ce qu'il a commis comme grave erreur? C'est de dire que avant la fin du XXe siècle, on connaîtrait en Europe une autre guerre. Et puis il a dit qu'au XXIe siècle, on connaîtrait encore une autre guerre en Europe. Alors, parler de guerre au moment où vous avez un chef de département qui vous parle de paix, ça l'a fait. D'où la célèbre citation de Voltaire, ça a très bien marché. Les généraux se sont calmés, et puis ils ont adopté le langage demandé par les politiciens. Alors, quand est-ce que ça a commencé à foirer? Alors, il y en a qui pensent que c'est avec la P26. Vous savez qu'en 1989, il y a eu le scandale de la P26. Il est là, le célèbre livre, qui dit justement qu'il n'y a pas eu de scandale, c'est un faux scandale. Très intéressant. Alors, il y a ceux qui pensent que c'était un scandale parce que, notamment, ça a été monté en collaboration avec l'OTAN. Alors, bien entendu, je me suis amusé à lire ce livre de Daniel Ganser, Les armées secrètes de l'OTAN. Nulle part, la Suisse n'est citée. Nulle part. Donc moi, je ne crois pas que ceci ait blessé la neutralité. Je pense qu'il était bon, à mon avis, de collaborer, comme on a essayé de le dire, avec les Britanniques, d'organiser une défense contre une possible occupation du territoire avant que cette occupation ait lieu. À l'époque, Jean Moulin a eu tous les problèmes que l'on a connus pour essayer de fédérer les différents systèmes de résistance, différents groupes de résistance. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a eu un mort, c'est vrai qu'une partie des documents ont disparu, puis que l'autre partie, eh bien, elle est encore classifiée jusqu'au-delà de ma mort, 2041, je ne crois pas que ce sera encore de ce mot. Ensuite, il y a eu Adolphe Foggy. Ah, Adolphe Foggy, grand ami de Bill Clinton, qui, rappelons-le quand même, a commencé la guerre en 1999, la guerre en Serbie. Le budget de la défense, vous avez remarqué, il a déjà commencé à baisser. Et puis, il a signé, alors, les puristes diront non, c'est M. Coty qui a signé. Enfin, c'est lui qui est allé à Bruxelles, qui est allé signer le document du partenariat pour la paix. Lui, il a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sport. L'armée, ce n'était pas grand-chose. C'est pour ça qu'il a voulu être le chef du département de la défense, de la protection de la population et des sports. Puis, il a tout de suite lui fait un terme qui était un peu trop militarisation au goût, c'était la commission de défense militaire. La commission de défense militaire, c'était le chef du département avec les 7 commandants de corps. Et puis, il a appelé ça conseil de direction, donc Geschäftsleitung en allemand. Ça sonne mieux aux oreilles de la population, ça choquera moins. Voilà. Lui, il a changé, c'était plus la neutralité différenciée, lui, c'était la sécurité par la coopération. Puis lui, bien entendu, il fallait lancer une nouvelle réforme. C'était Armée 21. Armée 21. J'étais dans cette réforme, j'ai planché, comme le divisionnaire Plucher, pour ceux qui ont dû le lire dans les journaux. Le divisionnaire Plucher était aussi dans ce projet Armée 21. On n'était pas dans le même groupe de travail. Voilà. Adolphe Foggy, c'est deux stratégies de Noam Chomsky. C'est la stratégie de la dégradation, on continue à ronger, et puis la stratégie du différé. Pourquoi? Parce que quand il a lancé le travail pour la réforme Armée 21, il a dit
Tout est possible. Vous pouvez tout imaginer. Vous qui êtes les penseurs de cette réforme, il y a une seule chose que vous ne voulez pas admettre, c'est l'adhésion à l'OTAN. Mais tout le reste, c'est possible. Le rapprochement, le travail avec l'OTAN, je pense, c'est des lignes. Alors, le partenariat pour la paix. Eh bien, le budget de notre défense, il est connu de l'OTAN. Nos plans de défense sont connus de l'OTAN. Voilà, nous avons un petit peu tout qui est connu de l'OTAN grâce à ce partenariat pour la paix. Paul Widmer dit clairement que le partenariat pour la paix, c'était un camp de formation pour permettre à ceux qui adhéraient au partenariat pour la paix de devenir membres à part entière de l'OTAN. C'était en tout cas l'objectif de l'OTAN quand ils ont invité des pays, dont la Suisse. Divisionnaire Peter Regli, le dernier grand patron des services de renseignement. Je dis bien le dernier grand patron des services de renseignement. Il avait le service de renseignement de la Confédération, il avait le service de renseignement militaire. Alors, Peter Regli, je l'ai eu comme chef, c'était vraiment un seigneur. Tellement un seigneur que moi qui commençais déjà à entrer à l'OTAN, à travailler à l'OTAN, eh bien, chaque fois que je me retrouvais soit au collège de l'OTAN, qui était en tout cas à l'époque à Rome, et puis à l'école de l'OTAN qui était à Oberammergau en Bavière, chaque fois on me disait « Ah, est-ce que vous connaissez le général Regli? Est-ce que vous connaissez le général Regli ?» Oui, je connais le général Regli. Ah, il faut le saluer de ma part. Tout le monde connaissait Peter Regli. Peter Regli, il est tombé non pas à cause des problèmes de la P26, dans lesquels il était, ni pour l'affaire Crypto-AG, je vous renvoie problème crypto-AG, ni pour le problème Pegasus, qui est un problème israélien, ni pour le projet Coast, c'était ses affinités avec l'Afrique du Sud. Non, il est tombé simplement pour un non-contrôle ou un mauvais contrôle de la comptabilité de M. Bellasi. Puis bien entendu, il a été réhabilité en 2007. Mais enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était connu à l'OTAN, apprécié à l'OTAN. Et puis ça ne m'étonnera non plus, malgré tout le bien que je pense du personnage, qu'il a signé le manifeste Neutralité 21. Le manifeste Neutralité 21, vous pouvez le trouver sur Internet, hein, ouvert à tous. C'est 10 pierres angulaires. Grosso modo, c'est tout ce que nous avons, quand je dis nous, tout ce que nos politiciens à Berne ont fait pour plaire à Washington, eh bien, ça, c'est la neutralité 21. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de continuer à commercer continuer à commercer avec un agresseur. En résumé, tout ce que vous faites en fonction de Washington, eh bien c'est bien. Et puis tout ce que vous faites pour d'autres, sans l'assentiment de Washington, c'est plus de la neutralité. Lisez, c'est assez intéressant. Samuel Schmitt, bernois, mais Samuel Schmitt est très fort face aux faibles, et puis très faible face aux forts. Samuel Schmitt, il avait un gros avantage, c'est qu'il était très rusé. Très rusé. Il s'est dit, oh, moi j'en ai assez de voir 7 commandants de corps qui commencent à faire de la résistance, parce qu'à l'époque il y avait aussi le commandant de corps 12, un fribourgeois qui faisait de la résistance, qui défendait assez les militaires de carrière. Alors il s'est dit, moi j'en ai assez, je vais en garder un, et puis il va venir me manger dans la main, c'est exactement ce que je veux, fantastique, si possible avec un ego quelque peu surdimensionné, et c'est ce qu'il a fait. Il a nommé Christophe Kekais, avec le projet Armée 21, on a encore taillé dans la moitié de l'armée, passé de 400 000 à 200 000, et puis c'était aussi la sécurité par la coopération. Voilà, ça c'est Samuel Schmitt. Ben, il a pris Christophe Kekais. Alors les dames diront, oh, quel bel homme c'était. Je veux bien le voir. Ceux qui sont ses copains, parce qu'il en avait beaucoup, il avait un très gros réseau, diront, ah, ça c'était un type qui avait une caisse. Mais je tiens quand même à préciser, parce que ça, il ne s'en est pas rendu compte, ou il a mis du temps à s'en rendre compte, parce que la problématique en France,
vous avez un chef d'état-major des armées qui est sous les ordres du ministre, qui est sous les ordres du ministre de la Défense, et puis de l'autre côté, vous avez un chef d'état-major particulier du président de la République. Alors, le chef d'état-major des armées, il peut bien raconter ce qu'il veut, l'autre, il a l'oreille du président tout le long. Lui, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il avait sous ses ordres des divisionnaires qui connaissaient très bien certains conseillers d'État, conseillers aux États, conseillers nationaux, et puis on a essayé de... Il a bien compris qu'il ne pouvait pas jouer tout le temps comme il le veut. Lui, on a Philippe Tsano qui a fait l'apologie, qui a été plaidoyer en faveur de Christophe Kekay, lisez ce livre, c'est intéressant. Mais si je devais écrire un livre sur Christophe Kekay, ce serait plutôt un réquisitoire. Il a introduit tout d'abord un vocabulaire OTAN. Voilà. Et puis il ne dirigeait plus de militaires, hein. Il n'avait plus de militaires, il dirigeait des processus. C'est un pilote, il dit des processus. Et il le disait, hein, qui a choqué d'ailleurs certains anciens commandants de corps. Alors il a introduit tout un vocabulaire OTAN, je passe là-dedans, puis aussi un vocabulaire commercial. Il fallait du return on investment, comme si l'armée était return on investment. Tous ceux qui avaient affaire avec l'armée, donc notamment les recrues, les soldats, c'était les stakeholders, et puis on avait ceux qui payent des impôts sur les shareholders. Alors on devait appliquer ce langage très commercial. Il fallait travailler avec le temps pour faire du benchmarking. On parlait de changement de paradigme. Aujourd'hui, tout le monde parle de changement de paradigme. Voilà. Il disait aussi il faut servir et disparaître. Il a eu beaucoup de peine à disparaître. Après sa retraite, de 2008 à 2015, il est encore resté là-dedans. Je ne dis pas qu'il a fait du mauvais travail, c'est pas ce que je veux dire. Alors, je critique ce langage commercial qu'il a introduit. Je ne vais pas le critiquer puisque je ne suis que colonel. Alors, c'est pour ça que j'ai pris le général Georges Jelin, général français, que j'ai bien côtoyé en Norvège, dans le cadre d'un exercice. C'est celui qui a coordonné les travaux de Notre-Dame de Paris. Il est malheureusement décédé avant l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Alors lui, voilà ce qu'il dit à propos de ce vocabulaire de l'administration ou de l'entreprise, ces règles de l'entreprise. De nouveau, lui, il était à la retraite, puisqu'il est parti en retraite anticipée. Il était rédacteur en chef de la revue militaire suisse. Lui, il dit clairement que la neutralité, c'est fini avec Armée 21. Voilà, comme ça commence. Ensuite, Uli Maurer. Uli Maurer, alors, lui, c'est un Zurichois. Lui, son but, c'était d'inviter les autres chefs de département à économiser. Alors, il a voulu montrer le bon exemple, il a voulu économiser sur l'armée. Je vous prends une petite anecdote, mais c'est assez représentatif. C'est assez représentatif. Un beau jour, j'ai mon patron qui me dit « Ah, on va aller à Rome. » Quelle année c'était? Et puis on va avec l'avion du Conseil fédéral. Fantastique, ben oui. Je me réjouis. Et puis, la veille de notre départ, il me dit « Ah, mais malheureusement, on ne sera pas dans l'avion du Conseil fédéral, on doit prendre un avion de ligne. » On veut qu'on aille à Rome. Nous arrivons à Rome et mon chef reconnaît un des deux pilotes du Conseil fédéral, de l'avion du Conseil fédéral. Il dit, mais vous faites quoi? Et le pilote en question lui répond, ben, on devait prendre 2 militaires dans notre avion pour aller à Rome, mais comme on doit garder notre licence, enfin pour garder notre licence, on doit absolument faire des heures de vol, on est allé à Rome. Mais vous avez pris personne, on n'a pris personne. Alors imaginez-vous, la Confédération paye 2 billets pour le type, et puis encore le vol de l'avion du Conseil fédéral à Ville. À Ville, Uli Maurer, c'est la stratégie du discours simpliste. Vous comprenez, ça s'appelait. C'est la 5e stratégie de manipulation de masse, c'est pas la même chose. J'ai la meilleure armée au monde. Après, bien entendu, il y a ses collaborateurs qui disent c'est pas tout à fait comme ça. Alors, j'ai la meilleure armée au monde pour la Suisse.
De nouveau, les collaborateurs les font gentiment comprendre, parce qu'il était assez sensible, hein, au niveau, pour une cravate de la mauvaise couleur, ça pouvait mal tourner. Alors, je veux la meilleure armée au monde pour la Suisse. Je veux la meilleure armée. Bon. Après, on a eu un changement de paradigme, là je prends de manière cynique le langage de Christophe Kekais, qui a été manqué, parce qu'on avait l'occasion de nommer comme successeur de Christophe Kekais ou bien un avocat de formation, Ulrich Zwingart, argovien, ou bien André Blattmann, employé de commerce, à qui on avait entendu organiser des cours dans l'université, où il est facile d'obtenir son papier, on dit qu'il est universitaire, mais il était zurichois. Ulrich Zwingart, c'est un titre qui a quand même la bouteille, et puis Ulrich Zwingart, il voulait réintroduire du militaire. Tous les exercices qui avaient lieu au centre d'instruction de Lucerne se faisaient en tenue de combat, avec le casque, avec les couleurs sur le visage. Certains disaient qu'il est fou, ce Zwingart, il doit réintroduire comme ça les militaires. Et puis on avait un autre, André Blattmann, qui lui voulait travailler pour l'administration. Ce qu'il voulait, c'était qu'on centralise au maximum cette armée. Eh bien, pour reprendre l'expression de Georges Martin, vous voyez que le Zurichfeld, c'est-à-dire ce copinage zurichois, a très bien fonctionné, puisque André Blattmann est d'un village qui est proche de celui de notre conseiller fédéral zurichois. C'est lui qui a été nommé. Ulrich Zwingart est parti dans une banque, à Deutsche Bank, pour la formation des employés. Ensuite, vous avez Guy Parmelin. Alors vous allez me dire, ah, mais Boris Joly, c'est le frère du collaborateur personnel de Parmelin, donc il n'est pas objectif. Non, non, je vais tenter d'être objectif. Alors, ben, il a pris ce VEA. Ça, il faut que je vous explique aussi ce que c'est, VEA, ou WEA. C'est Weiterentwicklung der Armee. Alors moi, je disais, pour ceux qui comprennent le suisse allemand, moi je disais toujours autour de moi, c'est le Weiterentsorgung der Armee. Oh, ça va pas, tu n'imagines pas, on va dans le bon sens. Puis après, la traduction française, c'est DEVA, le développement de l'armée. Moi j'appelais ça le démantèlement voulu de l'armée. De nouveau, je disais, arrête tes conneries. Lui, il a suspendu le projet DSA Bodlov, c'est 3 systèmes, je crois qu'il y avait un israélien, un français, je peux me tromper. Enfin, il y avait 3 systèmes. Et puis, pour des raisons qui m'échappent, mais qui seraient trop longues à expliquer, il a arrêté ce projet. Et puis, il a lancé le projet Armée ER 2030. La seule chose que je reproche à Guy Parmelin, sauf le respect que je lui dois aussi, etc., c'est qu'il a fait entrer le loup dans la bergerie. Madame Pelvi-Pouli. Aujourd'hui, Madame Pelvi-Konka-Pouli. C'est une Finlandaise qui a fait un travail à l'université de Neuchâtel. Le profil a été jugé adéquat, vous voyez. Cette dame a servi 4 conseillers fédéraux différents. 4 conseillers fédéraux différents. 4 partis différents. Alors, bien entendu, elle a eu quelques histoires avec des personnages très connus pour ceux qui connaissent l'intérieur de l'armée. C'est le brigadier Peter Soler qui a permis à l'homme et brigadier. Puis ensuite, elle collabore toujours avec la fondation Jean Monnet, pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est une dame qui est très atlantiste, qui est très Union européenne. Elle était un temps prévue pour reprendre le secrétariat d'État à la politique de sécurité. Je reviendrai là-dessus. Voilà ce que le général de Gaulle pensait de ces gens. Parce que vous comprenez, quand vous avez Mme Pelvi-Pouli qui arrive, c'est une personne anonyme, qui vient d'on ne sait où, et qui se retrouve tout à coup sur le devant de la scène. Bien moi, quand j'ai une personne anonyme, peu connue, mal connue, qui a passé par je ne sais pas où, pour faire je ne sais pas quoi, qui se retrouve sur le devant de la scène, ne critiquez jamais Mme Pelvi-Pouli, ceux qui travaillent au sein de l'armée. Il faut se demander quel est son impresario. Je me pose toujours la question, encore aujourd'hui, qui est son impresario? Je ne le sais pas. Je me pose tout le temps la question. Mais voilà ce que De Gaulle disait de ce genre de personne. Voilà, quand on a servi plusieurs régimes, eh bien on peut se demander quel régime cette personne a servi et quel régime cette personne a trahi. C'est la question que je me pose aussi. 2 questions à propos de cette
arrive à cette période 3, Madame Viola-Amert. Alors, Madame Viola-Amert, je sais, tout le monde lui tire dessus, c'est un peu facile, on tire sur l'ambulance, elle est partie, elle n'est plus là. On peut lui reprocher beaucoup d'erreurs, on peut lui reprocher beaucoup de fautes. Mais enfin, quand vous recevez un instrument de défense qui est totalement délabré, excusez-moi l'expression, et vous devez faire quelque chose, eh bien, elle s'est dit, il faut que je rapproche de l'OTAN. Ce qu'on peut lui reprocher, vous voyez, alors certains lui reprocheront le F-35, c'est un autre débat, elle a absolument voulu que l'on participe à que l'armée participe à des exercices article 5, c'est-à-dire des articles, la défense de l'OTAN. Moi, j'ai toujours participé de mon temps, sous l'île Maurer encore, j'ai toujours participé à des exercices qui n'étaient pas article 5, pas la défense, uniquement stabilisation, maintien de la paix, voilà. Mais elle a tout de suite voulu qu'on participe, que l'armée participe à ces exercices de défense de l'OTAN. Et puis, elle a veillé à ce qu'on puisse mettre approuvé par l'OTAN sur la formation à l'école supérieure des cadres de l'armée. Et puis, elle a aussi déclaré l'adhésion à l'ESSI. J'en reviendrai. Ce que je lui reproche aussi personnellement, c'est ses lubies. C'est très à la mode, hein, c'est l'idéologie DEI. DEI, c'est diversité, équité, inclusion. Ça, c'est très à la mode. Alors, elle a donné la détail. Voilà. Le choix du F-35 par Pierre-Alain Fridet, je voulais dire, je ne suis membre d'aucun parti, mais enfin, il dit quelque chose qui est important, c'est que le F-35, c'est le billet d'entrée dans l'OTAN. Je viendrai encore un peu plus précisément là-dessus. Je ne dis pas que c'est un mauvais avion. Je vous dis que je partage l'opinion d'Alain Fridet. Je dis qu'acquérir un F-35, c'est s'arrimer à l'OTAN et sacrifier notre neutralité. L'état des lieux par Gerhard Pfister, vous voyez qu'il en arrive à la même conclusion que son collègue de parti, du Conseil national. Il en arrive à la même conclusion que Thomas Sussli. Il y a quand même des grosses interrogations à ce sujet. Alors, Thomas Sussli a dit la Suisse arriverait, l'armée suisse tiendrait une semaine en haute intensité. Il a dit ça tout seul, je pense, en discutant avec son remplaçant. Mais quand vous regardez la France, 5 jours, la Grande-Bretagne, elle tiendrait 5 jours en haute intensité. Puis l'aviation de chasse française, c'est le rapport de l'IFRI, Centre des études de sécurité de l'IFRI. 3 jours la France, 3 jours. Mais nous avons la prétention de pouvoir tenir une semaine. Voilà. Scott Miller, il n'est plus là, il est parti avec l'administration Biden. C'était un grand philanthrope, puisqu'il a donné plus d'1 million de dollars pour la nomination, pour l'élection de Joe Biden, donc un grand philanthrope. Et puis, lui, c'était récurrent. Il revenait sans cesse à la charge contre à Berne, auprès de nos autorités politiques. Et puis, il a même eu une altercation avec un membre de l'UDC, je ne suis pas membre d'aucun parti, je précise. Et puis, il lui a dit, comme ça, en toute amitié, il lui a dit, l'OTAN, c'est comme un donut, puis la Suisse, c'est le centre du donut. Pour ceux qui connaissent les Arabes, ou plus exactement les musulmans, ne faites jamais ce signe à un musulman pour lui dire que tout est OK, parce qu'il l'interprétera très mal. Faites-lui ce signe-là, il le comprendra mieux. Il y a eu la guerre, c'est-à-dire que la Russie a attaqué l'Ukraine. Je n'ouvre pas encore le débat, je dis simplement que la Russie a attaqué l'Ukraine. Eh bien, Madame Amerd a été invitée à Washington et on lui a expliqué ce qu'on attendait d'elle. Et puis ensuite, elle est allée auprès de Jens Stoltenberg, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, aussi invité, pour lui expliquer ce que l'OTAN attendait d'elle. J'ai montré cette photo à un de mes amis qui était en formation avec moi en Angleterre dans le domaine du renseignement. Je lui ai dit, toi qui es japonais et qui aime bien les codes, comment on place les gens dans un restaurant, etc.,
je lui ai dit, comment interprètes-tu cette image? Il m'a dit, c'est qui? Alors je lui ai expliqué, voilà, chef du département militaire, entre guillemets, et puis secrétaire général de l'OTAN, mais ça, il le connaissait. Il m'a dit, non, c'est bon, mais qui est cette dame? Alors je lui ai dit, puis il m'a dit, mais c'est une insulte à l'égard de votre chef du département, hein, parce que nous, alors, ça ne se passe pas comme ça. Une photo comme ça ne serait jamais prise. Voilà. Alors, Madame Amert, c'est la stratégie de l'émotionnel. Les Russes ont attaqué l'Ukraine, ils vont, dans les quelques mois, voire quelques années à venir, ils seront aux portes de Berne. Voilà. Stratégie du maintien dans l'ignorance. Pourquoi stratégie du maintien dans l'ignorance? La 7e de ces stratégies de manipulation de masse employées par Mme Amert. C'est l'European Sky Shield Initiative. Alors, il y a des États qui se sont mis ensemble pour protéger l'espace aérien. Alors, sur le principe, je suis pour. Il s'agit de défendre nos espaces aériens, surtout quand on parle de missiles, d'aviation adverse. D'accord, ce n'est pas une organisation supranationale. D'accord. Mais enfin, essayez d'imaginer que l'Allemagne estime qu'un avion qui vole au-dessus de l'Italie est dangereux, pour je ne sais quelle raison, et demande à la Suisse de fermer son espace aérien. Vous croyez sincèrement que la Suisse va ouvrir son espace aérien? Je vous laisse répondre à cette question. L'autre chose, c'est la coopération structurée permanente, PESCO. C'est la politique européenne, PESCO. Alors, il y a deux projets dans lesquels l'armée est. C'est le cyber, très bien, cyber. Et puis, vous avez Military Mobility. Military Mobility, c'est faciliter le transit au travers de la Suisse par voie terrestre, ferroviaire et aérienne. Voilà. Alors, vous qui avez été dérangé par le bruit de véhicules militaires en son temps, en 86, il y a encore des manœuvres au niveau corps d'armée, je vous laisse imaginer ce qui va arriver dans les années futures. Et en fonction de l'évolution de la situation, bien sûr. Pour certains, ces deux projets, c'est une adhésion rampante à l'Union européenne, mais ce n'est pas le sujet de mon exposé. Et puis, je vous ai montré encore un extrait du matin du 12/5/2024 où on dit clairement que la Suisse a signé un document visant une coopération plus étroite avec l'OTAN sans que le Parlement le sache. Voilà. Vous pouvez, je vous ai mis les références, vous pouvez reprendre les journaux, puis vous verrez. Voilà. Donc c'est la stratégie de, comme je l'ai dit, du maintien dans l'ignorance. On ne vous explique pas, à moins que vous lisiez et que ça vous fasse tilt. Parce que c'est dans les sources ouvertes. Et puis vous avez Stefan Hollenstein. Stefan Hollenstein, c'est le président de la fêtière de toutes les sociétés militaires, sociétés d'officiers. Qui est très bien entre nous, qui connaît très bien notre armée, puisqu'il sait que nos forces aériennes elles sont totalement interopérables avec les formations de l'OTAN. Donc si on dit que les forces aériennes peuvent maintenant rentrer dans l'OTAN, fonctionne. Bien entendu, il ne faut pas les mettre un petit peu à niveau. Mais c'est interrompu. Alors lui, il invite même les forces aériennes suisses à adhérer, à rentrer dans la structure de commandement et de communication de l'OTAN. Les forces aériennes. Voilà. Alors, bien entendu, il termine sa phrase parce qu'il a quand même il accorde un peu sa place. Donc il dit on va flirter avec l'OTAN, oui, mais se marier pas. Mais enfin, s'il demande à ce qu'on adhère, qu'on rentre dans les forces aériennes de l'OTAN, enfin dans la structure de commandement, excusez-moi, mais les Américains n'acceptent pas qu'on s'introduise là-dedans sans qu'on soit membre du club. Parce que chaque fois qu'il y a une intervention, moi j'étais dans un exercice à Naples une fois, et puis je vois Nukes Only. Alors, je fais semblant de rien, j'essaie d'entrer dans la salle. Nukes Only, ça veut dire les États nucléaires seulement. Et puis, vous êtes suisse? Oui, je suis suisse. Ah non, c'est pas pour vous ici. Je dis, mais enfin, c'est nucléaire seulement. Donc si vous envoyez
un missile nucléaire, une fusée nucléaire, au-dessus de la Suisse, j'aurais quand même être au courant. Ah non, 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 c'est terminé, je n'ai pas pu entrer dans ça. Madame Amerd, elle emploie aussi le nudge, la tactique du nudge. Le nudge, c'est le coup de pouce. Alors, à l'Académie militaire, tout à coup, il y a un sondage qui nous est sorti par cette Académie militaire. J'y étais, mais l'Académie militaire aujourd'hui à Zurich, enfin l'École polytechnique de Zurich, qui n'a rien à voir avec l'école militaire dans laquelle j'étais. Nous, c'était une petite école. Aujourd'hui, c'est un truc qu'il faut avoir vu dans notre... Alors, on nous sort tout à coup 30% des Suisses qui sont en faveur d'une adhésion à l'OTAN. Je ne sais pas d'où elle sort ça. S'il y a une personne parmi vous qui a participé au sondage, je serais content de la connaître. Elle pourrait même venir se présenter à moi après. Parce que je pourrais, avec son autorisation, la prendre en photo. Et puis, vous voyez, en fait, ceux qui sont pour une défense autonome, on passe de 43 à 39%. Hein, le différé, stratégie du différé. Vous verrez, on aura bientôt un autre sondage qui nous montrera qu'on est passé de 39 à 32%, et puis l'adhésion à l'OTAN, ce sera 35%. Voilà. Sans évidemment de faire de votation. Et puis, à l'École polytechnique fédérale, vous avez une nouvelle structure qui n'existait pas longtemps, parce que j'étais à l'École polytechnique fédérale de Zurich. C'est le Centre de recherche sur la politique de sécurité. Elle appelle à une plus grande intégration de la Suisse dans l'OTAN. Ils ont sorti un bulletin sur la politique de sécurité 2024, qui est une copie de ce que vous pouvez lire lorsque vous lisez des livres que vous pouvez acheter en bibliothèque, vous pouvez acheter chez Payot, sur les menaces vues par la CIA. Bulletin sur la politique de sécurité, c'est copier-coller des Américains. Personne ne s'est posé de questions. Personne au sein de la Confédération ne s'est posé de questions. Il y a juste ce malheureux, ce triste journaliste, Michael Stroman, qui a dit ce qu'il en pensait. Il n'y a eu aucune critique, aucune question posée. Voilà. Enfin, c'est un journaliste, puis en plus, il n'est pas dans le mainstream. Vous ne le connaissez pas, et vous ne le connaîtrez jamais. Il fait partie de Massfol, si jamais. Ah, très bien. Très bien. L'association citoyenne de Nicolas Remoldi. Il était l'identité numérique avec le MFR. Je reviens à ce qui nouvelle les croustillants encore, c'est Joaquín Molina Martínez Lozano, en espagnol, qui lui a ouvert ce bureau d'information de l'OTAN au Centre de politique de sécurité de Genève. Le Centre de politique de sécurité de Genève, ça fait longtemps qu'il existe, mais il a ouvert son bureau là. Vous voyez qu'en 10 ans, la partie militaire de ce site GCSP, c'est-à-dire Centre de politique de sécurité de Genève, s'est fortement agrandi. Bureau d'information de l'OTAN. Si vous pensez qu'un personnage qui touche plus de 15 000 euros le mois, en étant un bureau très confortable, en attendant qu'un Suisse veuille bien taper à sa porte pour lui demander des informations sur l'OTAN, eh bien vous êtes béni. Il y a l'enfant chéri de l'ancien chef de l'armée André Blattmann, c'est Christian Buhlmann. Christian Buhlmann a défendu sa thèse récemment. Eh bien, Martínez Lozano n'était pas dans le comité pour attribuer la soutenance. Mais il était là, dans le public, pour soutenir son poulain, qui travaille aujourd'hui chez SIGPA. Voilà. Donc vous voyez, tout se connecte, tout s'embraye, gentiment, lentement. John Bolton, vous avez dû le connaître, c'est un néoconservateur de l'administration Trump 1. Eh bien, ce néoconservateur, il a été interrogé par le public, il a été invité même au téléjournal. Alors lui, il dit clairement que la Suisse devrait adhérer à l'OTAN. Je ne veux pas m'immiscer dans les affaires intérieures de la Suisse, mais vous devriez adhérer à l'OTAN. La neutralité n'a pas d'avenir dans la nouvelle situation de l'OTAN. Aucun. Adhérer à l'OTAN. Je ne m'immisce pas dans vos affaires intérieures. Ce brave John Bolton. Madame Amerd,
Il y a une autre stratégie qu'il a utilisée, parce qu'il a pas mal de collaborateurs, c'est le mensonge par omission. Je vais y venir, mais je ne suis pas le seul à ne pas être dupe. Jean-Pierre Frédé aussi, et puis des généraux français. C'est le mensonge par omission. Alors, on a lu sur Watson que l'OTAN appréciait peu que la Suisse signe le traité d'interdiction des armes nucléaires. Les Américains nous ont fait comprendre, c'est pas ça. Alors, comme vous lisez l'article 1, ça interdit le transfert des armes nucléaires. Il y a 140 bombes nucléaires tactiques qui sont dispersées en Europe. Je vous ai donné quelques bases sur lesquelles elles se trouvent, des bases connues, répertoriées. Eh bien, vous avez un général français qui, comme Pierre-Alain Fridé, nous dit que ces bombes nucléaires tactiques, elles ne sont transportables que par un avion, le F-35. Mais bien entendu, Pierre-Alain Fridé est un socialiste, donc on ne va pas l'écouter. Pinard Legris prétend depuis le départ que la Russie va gagner. Il faut oublier ces références, elles sont très mauvaises. Noam Chomsky, il a la 9e stratégie de manipulation de masse, c'est la stratégie du remplacement de la révolte par la culpabilité. Ça, c'est un peu. Vous avez Jean-Daniel Roure qui vient d'ouvrir un centre de la neutralité à Genève. Pardon, oui, mais bien sûr. Donc si vous essayez de vous révolter, hein, faites-vous un coupable. Et puis bien entendu, vous avez les brebis qui se mettent à bêler derrière, si vous avez le meilleur temps d'arrêter, de rentrer dans votre coquille. Jean-Daniel Roure, je l'ai dit, il vient d'ouvrir un centre de la neutralité à Genève. Il est en train de monter ce centre. C'est un jurassien. Et lui, il ne comprenait pas cette frénésie à vouloir entrer dans l'OTAN, vouloir de plus en plus se rapprocher de l'OTAN. Ça, il n'arrivait pas à comprendre. Et bien entendu, on n'a pas apprécié le fait que ses convictions aient été ébranlées. Il aurait dû se taire, et faire ce qu'on lui demandait, parce qu'il était prévu pour reprendre le secrétariat d'État à la politique de sécurité. Alors on a choisi qui? Madame Amerde, elle a choisi Marcus Meder. Marcus Meder, que je connais. Alors lui, c'est aujourd'hui un otanien convaincu. On l'appelle en suisse allemand le NATO-Pudel, c'est-à-dire le caniche de l'OTAN. Alors, à l'époque, je peux quand même vous dire, parce que j'ai une querelle avec ce personnage, c'était un de ceux qui disait quand je partais à l'OTAN, il fait du tourisme. Le Cholet fait du tourisme. J'allais en Norvège par moins 25, moins 35, et je dormais sous tente non chauffée. Quel tourisme! Voilà. Eh bien, c'est pas Mme Pelvitouli, parce que je pense qu'on a compris qui elle était, c'est lui qui prend, mais le numéro 2, c'est toujours Mme Pelvitouli. Alors, inutile de vous dire ce qu'il a obtenu comme master, vous voyez que c'était à Washington, donc on est tranquille. Jacques Pitlou, quelqu'un que j'ai connu dans le projet Armée 21, un type très cultivé, un docteur en droit, très cultivé, je ne dis pas intelligent parce que vous, comme moi, nous sommes tous intelligents. Donc c'est facile de dire, il est intelligent, il n'est pas intelligent. Mais très cultivé, très cultivé. Il s'intéresse aussi aux oiseaux, qu'il connaît très bien. Et Jacques Pitlou, il a sans cesse vaqué entre le DFAE, c'est-à-dire le département des affaires étrangères, parce qu'il est diplomate de formation, et puis le département, le DDT, département militaire. Il a l'habitude de tisser des yeux, parce que depuis qu'on dit que les yeux c'est le reflet de l'âme, il a tendance à ne plus tellement montrer le plan de ciseaux. Non, je me moque un peu, mais c'est un type très cultivé. Mais le problème, c'est qu'il était ambassadeur de Suisse à Washington, il a servi à Washington tant sous l'administration Biden que sous l'administration Trump avant.
C'est un ancien coordinateur, c'était même le premier coordinateur de l'enseignement. Mais c'est un type qui s'adapte. Et puis il a toujours eu l'oreille des conseillers fédéraux. C'est assez fantastique. Si le conseiller fédéral l'avait écouté lorsqu'on a eu des otages en Libye, eh bien lui était sûr qu'avec les forces d'action spéciale suisses, il allait pouvoir sortir les deux otages de Libye. Et ceux qui ont bien connu, ceux qui étaient au niveau travail, ceux qui bossaient là-dessus, ça des forces spéciales, m'ont dit si le Conseil fédéral l'avait écouté, on aurait aujourd'hui 2 morts comme ça. Voilà. Mais enfin, c'est un homme qui a très bien su se faire connaître et accepter. Et peut-être, ça c'est mon opinion personnelle, peut-être que s'il était resté aux États-Unis, peut-être qu'il aurait pu avoir une bonne influence sur l'équipe Trump actuelle. Je n'en sais rien, je spécule, parce qu'il avait ses entrées un peu partout. Voilà. Alors, l'adhésion, il y a une possibilité, c'est par la voie juridique. Ça, c'est ce que je vous dis. Hein. Quand vous lisez Georges Martin, donc ancien ambassadeur, vous dit qu'il a assisté à une séance, et puis on lui dit, Madame Calmiret, qui voulait reconnaître l'État de Palestine, dit à ce collaborateur, dit il faut trouver les arguments qui permettront à la Suisse de reconnaître l'État de Palestine. Le type part, revient, et puis lui dit écoutez, on ne peut pas reconnaître l'État de Palestine parce que. Madame Calmiret se fâche, et puis il dit c'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé de me sortir des arguments pour que l'on puisse reconnaître l'État de Palestine. Le type revient avec les arguments pour le reconnaître. La Suisse n'a toujours pas reconnu l'État de Palestine, c'est un autre détail. Enfin, vous voyez que le droit, c'est très élastique. Je suis un juriste de formation, vous savez, le droit, c'est pas une science exacte. Hein. Et puis, si vous prenez l'exemple des patrons contre une adhésion passive à l'UE, c'est-à-dire boussole, eh bien, vous remarquerez qu'à l'époque, c'est plus le cas, mais l'Office fédéral de la justice disait non, on n'a pas besoin du vote du peuple et des cantons, non, on peut s'en passer pour signer des accords, allons-y. Vous voyez que l'Office fédéral de la justice aussi joue un petit peu avec le droit. Et puis vous avez, si vous avez à Berne quelqu'un qui est en faveur de l'entrée de la Suisse à l'OTAN, c'est Mme Claudie Pouly, vous avez Mme Astrid Épinay, une constitutionnaliste germano-suisse, qui est à Fribourg. Alors elle, tout ce qui peut gêner dans le droit national, le droit international, alors elle sait comment faire pour que ça joue. Donc je crois que le moment venu, elle sera la personne idoine pour permettre une signature en vue d'une adhésion de la Suisse à l'OTAN. Maintenant, il y a une deuxième possibilité, c'est l'adhésion par la voie politique. Alors c'est la Ligue vaudoise, extrémiste de droite, enfin des vieux ringages, enfin c'est des meilleurs. Je ne suis pas membre non plus de la Ligue vaudoise, je vous tranquillise, enfin je tranquillise certains. Lui, il dit, on pourra très bien dire que c'est en fait pas une question juridique, mais que c'est une question politique. Donc on peut faire ça entre nous, en se passant du peuple. C'est aussi une façon, c'est en tout cas ce que laisse supposer Félicien Meunier. Et puis, vous avez Rob Bauer, qui est venu en 23, il est venu en Suisse, et puis lui il dit clairement, il nous fait comprendre que tous les États doivent reconnaître un pays neutre tant que tel. Mais le journaliste du temps, il n'était pas bête celui-là, parce qu'il a tout de suite fait la traduction. Il a dit la neutralité d'un pays dépend de sa reconnaissance par les autres États. L'autre terme. Votre neutralité, petit Suisse, ça dépend des grands, comme nous. Si on déclare que vous n'êtes pas neutre et qu'on vous traite comme tel, vous aurez 2 variantes. Et puis, bien entendu, qu'est-ce qui manque à l'OTAN? C'est ce qui manque partout dans les armées, c'est ce qu'on appelle les Indiens. Les Indiens, c'est des gens qui vont du soldat jusqu'au grade de lieutenant-colonel. Moi-même, je ne suis plus un Indien, je suis un type de trop. On a trop de colonels à l'OTAN, on a trop de généraux à l'OTAN. Ça, il faut le savoir. Par contre, ce qui manque, ce sont les Indiens, ce sont ceux qui font le boulot. Alors, il veut absolument que notre armée se renforce. Sinon, on n'a rien à offrir à l'OTAN.
on s'occupera de vous comme on le doit. Je vous rappelle qu'à l'époque, les Pays Baltes, c'est l'aviation allemande qui protégeait l'espace aérien des Pays Baltes. Voilà. Alors, en résumé, pour le centre, la Suisse, toujours, la Suisse, c'est le passager clandestin de l'OTAN. Pour le PS, la Suisse, c'est le passager clandestin de l'OTAN. Et enfin, pour le PLR, la Suisse aussi profite de l'OTAN. Si vous prenez le 24 heures du 3 du 12 2024, c'est intéressant, page 14. Relisez, parce que ça c'est aussi intéressant. Madame Jacqueline de Poitreau nous dit « Ah, nous avons par chance suivi ce que l'on nous demandait avec les sanctions économiques imposées par l'ONU. » J'ai été obligé de relire plusieurs fois, je me suis dit « Non, il y a une faute de frappe. Je dois remettre mes lunettes, je dois les nettoyer. » Non? Et ça a passé comme une lettre de la poste. Nous avons suivi les sanctions économiques imposées par l'ONU. Par l'ONU, où seul le Conseil de sécurité peut prendre des décisions contraignantes, dans lesquelles siège la Russie, qui a voulu des sanctions économiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un passager clandestin? On lui fait payer le prix du billet d'entrée, et puis on lui fait payer une amende. Stratégie du différé, toujours. Et puis, ce qu'il y a de pire, c'est les coûts, la théorie des coûts irrécupérables. Selon moi, Madame Amère s'est dit, plus on ira de l'avant, plus il sera difficile de revenir en arrière. Voilà. Et puis, vous avez vu que ceux qui critiquent cette théorie disent qu'il faut regarder les coûts estimés à venir et les objectifs. Donc, on peut lutter contre cette théorie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on demande aujourd'hui de revoir qu'est-ce qu'on peut faire pour annuler cet achat du F-35. Alors, vous voyez, les Verts ne font pas que nous retirer des places de pain, ils disent aussi des choses intéressantes, comme tirer les conséquences juridiques et financières si la Suisse tirait la prise. Fabien Fila. Pardon. Arnaud de Tézac, qui y a fait référence, pour lui, c'est pas encore trop tard pour Arnaud de Tézac. On peut encore faire ce que l'on appelle, dans le cadre du partenariat pour la paix, un PFP review, c'est-à-dire on tire le bilan. Qu'est-ce qu'on a réussi à obtenir, qu'est-ce qui a bien, et puis qu'est-ce qui a moins marché, qu'est-ce qui est dangereux. Voilà, avantages, inconvénients de ce qui s'est passé depuis 1996 où on a signé le partenariat pour la paix. Pour lui, c'est pas trop tard. Andy Muller, c'est le rédacteur au Palais fédéral, il a bien résumé la situation actuelle. Aujourd'hui, le Conseil fédéral peut décider seul s'il veut que l'armée suisse participe à un exercice de défense, article 5 de l'OTAN ou non. On peut se passer de l'avis du Parlement. Vous voyez, c'est comme ça. Pour suivre un petit peu toute l'actualité, je ne vais pas vous montrer tout le passé, mais enfin, il a très bien résumé la situation. Alors, je n'ai pas voulu revenir sur le constant de Stans, parce que certains vont me reprocher, mais vous ne l'avez pas connu, Nicolas Fu, alors pourquoi vous citez Nicolas Fu? Mais enfin, il faut relire un petit peu ce convenant de Stans. Alors, mais le général Guisan, que j'ai connu quand j'étais tout petit, je l'avoue, enfin, j'ai une image peut-être un peu idolâtrée des personnages. Mais lui, il a dit quelque chose d'important, quand vous relisez ce général Guisan. Il dit qu'il faudra que la Suisse se demande tout le temps si elle est menacée et puis comment elle est menacée. Alors certains vous diront c'est la Russie qui nous menace. J'ouvre là une parenthèse. Lorsqu'il y avait les troupes du pacte de Varsovie, tous les scénarios partaient depuis la trouée de Fulda, qui était à la frontière entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Jusqu'à Bâle, c'était à 50 km près, 400 km. Aujourd'hui, si vous prenez la base de l'OTAN, qui existe depuis 1995, vous ne savez pas que
C'est une base de l'OTAN, 1995, Comme ça, en Suisse. qui a été rénovée de 2014 jusqu'à 2021. Eh bien, si vous prenez cette base de l'OTAN, supposons que la Russie est envahie tout le reste de l'Ukraine, eh bien, la base de Yavoriv jusqu'à Poskiavo, qui est déjà à l'intérieur de la terre suisse, c'est 1400 km. Et je vous passe le nombre de pays qu'il faut traverser. Non? Puis pour d'autres, ben, c'est l'OTAN qui nous menace. D'autres, c'est l'OTAN. Voilà, il faut toujours se poser ces deux questions, pour généraliser. Bernard Wicht, c'est un de ces 5 personnes qui sont très intéressées, qui connaissent en matière de neutralité. Lui, il dit qu'aujourd'hui, la question, c'est de savoir. C'est l'unique question à savoir. Est-ce qu'on veut adhérer à l'OTAN? Est-ce qu'on ne peut pas adhérer à l'OTAN? Voilà. Pas d'autre échappement. Il va sortir un livre, si ce n'est qu'il a peut-être déjà sorti son nouveau livre. Frédéric Ancel, lui qui est totalement pour Israël, je ne lui en veux pas, hein, je dis simplement que j'ai suivi ses cours, très intéressant, c'est l'homme qui soutient à fond Israël. Et lui, il dit clairement qu'un petit pays, il ne dit pas la Suisse, il dit qu'un petit pays, eh bien, il ne se prémunit pas au moyen de la neutralité contre les puissants. Mais il dit aussi que si on se met à l'intérieur d'une alliance, on n'a plus droit au chapitre. Je vous prends un exemple, l'Assemblée plénière de l'OTAN, dans laquelle siège régulièrement comme observatrice. Notamment, Madame Jacqueline de Poitreau. Il y a 5 personnes qui représentent la Suisse dans l'Assemblée plénière de l'OTAN. 5 personnes. Les Américains en ont 38. Ils ont 38. Vous voyez le poids de la Suisse. Voilà. Et puis, je ne vais pas vous raconter non plus ce qui est Georges-Henri Soutour. Georges-Henri Soutour dit que l'avenir, c'est clair, on va rentrer dans le système atlantique. L'affaire est réglée. Pour Georges-Henri Soutour. Vous pourrez chercher sur Internet qui est Georges-Henri Soutour, vous verrez où il baigne et qu'il nourrit. Il y a cette adhésion, j'ai dit, voilà, il y a 2 possibilités pour entrer dans l'OTAN. C'est quand? 10 ans maximum. Pourquoi 10 ans maximum? Parce que l'OTAN a ouvert un bureau de liaison, un bureau d'information à Tbilissi en Géorgie, en 2005. Et puis ensuite est venu se greffer l'Union européenne qui a ouvert son propre bureau, mais qui sont dans le même bâtiment. L'Union européenne et l'OTAN depuis 2013. Quand est-ce qu'il y a eu les manifestations à Tbilissi en faveur de l'entrée dans l'Union européenne? 2023. 10 ans plus tard. Notre bureau de liaison qui est à Genève, c'est 2024. Et on peut imaginer que d'ici 2034, on adhère à l'OTAN. Et puis le peuple suisse ne fera pas de manifestation. Non, ça se fera tranquillement, ne vous inquiétez pas. Enfin, c'est un scénario, c'est un scénario. Ne paniquez pas. C'est pas mon objectif. Sinon, je donnerais la même stratégie de manipulation de masse. J'essaye de voir. Voilà. Ah, peut-être une petite allusion en passant. Manifestation contre la loi sur l'influence étrangère, d'inspiration russe. Il manifestait contre cette loi d'inspiration russe, qui est exacte. C'est Staline qui a introduit cette loi aussi. Tous ceux qui reçoivent plus de 20% de fonds de l'étranger doivent s'inscrire comme agents de l'étranger. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que FARA, vous pourrez aussi regarder sur Internet, FARA, c'est le pendant américain de cette loi inventée par Staline. Et puis FARA, ce que ne fait pas la loi d'inspiration russe, elle met des peines de prison pour ceux qui ne respectent pas la loi FARA. Et puis les privés peuvent être punis. Cette loi en Géorgie, elle punit ni les personnes privées, et puis elle les punit que d'amende. Je ne suis pas pro-russe. Marc Routet nous dit clairement que nous faisons face à une guerre qui va arriver d'ici 4 à 5 ans. Donc voilà. Une autre possibilité, c'est qu'on adhère à l'OTAN plus vite que prévu, c'est-à-dire
plus vite que les 10 ans. Quel est le prix de l'adhésion? Marc Côté nous le dit, quel est le prix de l'adhésion? Vos retraites, pourrez-vous serrer la ceinture? Moi j'ai bientôt 70 ans, je suis bientôt loin de ma retraite. Mais vous êtes, pour la plupart, encore plus jeunes que moi, je pense. Alors vous avez quand même du souci à vous faire. Et puis le système de santé va péricliter. Vous payerez tout ce que vous ne payez pas pour la santé, vous le payerez pour l'adhésion à l'OTAN. Ne vous inquiétez pas, Marc Rutte, il gagne aujourd'hui comme secrétaire général de l'OTAN beaucoup plus que ce qu'il gagne quand il était Premier ministre des Pays-Bas. Il continuera à se faire soigner dans une clinique privée en chambre privée. Ne vous inquiétez pas pour lui. Voilà le prix de l'adhésion. Et puis, je reviens sur Donald Trump. Alors, l'OTAN, il attend qu'on mette 3% de notre PIB. Enfin, que les États de l'OTAN mettent 3% de leur PIB. Et puis Donald Trump, il dit, ben, vous savez, depuis qu'on a arrêté, on a baissé les plaques sous Philibert, les Américains, ils ont continué à payer à peu près 3,5% du PIB. Ils ont payé pour la défense américaine et pour la défense de l'Europe, qu'on le veuille ou non. Lui, il veut 5% du PIB. C'est quoi 5% du PIB? C'est 45 milliards. En 2014, vous voyez, si ma mémoire est bonne, le PIB de la Suisse, c'était 80 milliards. Regardez ce que ça fait, 45 milliards. Voilà. Il faudra bien que quelqu'un paye, puis c'est toujours la même chose, c'est toujours le contribuable. Que disait Charles de Gaulle? Il ne faut pas dépendre pour sa survie de ses alliés, si stables et puissants soient-ils. Mais il est vrai que Charles de Gaulle, moi j'ai baigné, je dois quand même l'avouer, j'ai baigné dans ce gaullisme, puisque ma grand-mère maternelle était Lorraine, qu'elle a connu les 2 guerres mondiales, elle me parlait toujours en bien du général de Gaulle. C'est vrai que je ne suis peut-être pas très objectif avec de Gaulle. Quand je parle avec des généraux français, on me dit « Ouais, tu oublies l'histoire de l'Algérie française. » Enfin, Charles de Gaulle dit que ce n'est pas bon de dépendre pour sa survie de ses alliés, si stables et puissants soient-ils. Et puis, alors, il a retiré la France du commandement intégré de l'OTAN. Et puis, bien entendu, ce qu'oublie Frédéric Ancel, parce qu'il dit oui, il a fait que retirer la France du commandement intégré. Mais enfin, quand vous lisez C'était de Gaulle dans la perfide, vous voyez que de Gaulle voulait aussi retirer de l'OTAN. En page 566, je cite de Gaulle, il reste 2 grandes choses à faire. D'abord, notre retrait définitif de l'OTAN. Maintenant, une petite touche d'espoir. Marcus Ritter, qu'on pourrait pour le poste du Conseil fédéral. Marcus Ritter. Qui était Marcus Ritter? Le candidat. C'était l'autre candidat, aussi du centre. Eh bien, Marcus Ritter, il est écarté, et Mme Ursula von der Leyen a ainsi un adversaire de moins pour sa politique agricole. Et puis, grâce à Martin Pfister, je vous cite Martin Pfister dans une interview, eh bien, il annonce déjà qu'à l'époque, en février, qu'il allait continuer la politique de Mme Hammer. Alors, vous avez aujourd'hui M. Pfister, que l'on idolâtre un peu, il y a 2 variantes. Ou bien il tient parole, il continue la politique. Deuxième variante, il fait comme le président Macron, un jour il dit blanc, le lendemain il dit noir, et puis il dit ça suffit, j'arrête ici les gars. Nous verrons ce qu'il en est. Je vous remercie de votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop long, je ne vous ai pas entendu.